Oui. L'ENAG, il a été réédité plusieurs fois. Est-ce qu'il a été expurgé? Je ne sais pas. Parce qu'il fait un certain nombre de révélations, comment se constituent les premiers groupes de pression, les lobbies d'hommes d'affaires autour de Mahri, pas Hamid Hacham, Jilali Mahri et consorts. Et à leur tête, il y avait un homme clé dans l'analyse sociopolitique du régime à travers la constitution des groupes de pression en matière d'affaires, particulièrement dans le complexe militaro-industriel en termes d'achat, non pas en termes de fabrication, non pas en termes d'industrie, mais en termes d'achat, de mercantilisme, de commerce, etc. C'est M. Zega. Exact. Un homme clé dans le processus, surtout dans les années 70, dans la fabrication. Maintenant, donc, à ton avis, j'ai deux questions distinctes, mais qui se complètent. À ton avis... Ce qui explique le besoin pressant de renforcer la polarité révolutionnaire ou la polarité progressiste, le Boumedienne était isolé et ne trouvait pas à l'intérieur du système qui pouvait s'engager avec lui. Ceux qu'il avait en face de lui étaient plus constitués un groupe de pression plus important. Mais comment tu expliques cette tentative d'assassination dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la crise de 74, cette tentative d'assassination, comment tu l'expliques? Est-ce que c'est une sorte de fragilité du pouvoir conduit par Boumedienne? Est-ce que c'est le renforcement de clans à l'intérieur? Est-ce que c'est l'affichage indirect d'une certaine opposition qui voulait prendre les armes, sachant que dans cette période des années 70, il y avait beaucoup de mouvements clandestins armés. Exact. Mouvements clandestins multiples facettes, parce que je crois même que les débuts de mouvances islamistes ont commencé à cette époque-là. Les débuts de mouvances, c'était vraiment des noyaux très... Par contre, je me demande... Est-ce que la tentative d'assassinat n'était pas une préfabriquée, n'était pas le produit du régime lui-même? Est-ce que ce n'était pas une mise en scène de Boumedienne? Mise en scène, je ne crois pas, parce qu'il n'en avait vraiment pas besoin. Parce que l'exploitation de l'événement n'a pas été d'une importance pour Boumedienne. Il aurait pu l'exploiter, c'est pas quand même... Il était plutôt proche de la mort que la tentative du coup d'État de Zbir en 1976. Donc il n'a pas exploité politiquement. Est-ce que ce n'est pas une mise en scène par hasard? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que il était dans la phase où il était à la recherche effrénée et vraiment angoissée d'une légitimité. Et cette recherche effrénée, d'autant plus que il ne pouvait pas l'exploiter dans la mesure où les conflits entre les clans n'apparaissaient pas. C'était des conflits en sourdine. C'était des règlements de compte en sourdine. Ils n'apparaissaient pas au grand jour. Comment tu expliques maintenant, parce qu'on en parle, comment tu expliques la notion de clan? Parce qu'on en parle souvent en Algérie, on en parle aujourd'hui, depuis l'indépendance, pendant la guerre de libération nationale. Mais quelle est la signification à donner à cette idée, à cette notion de clan en Algérie? Est-ce que c'est des clans qui étaient synonymes d'idéologie, d'une vision, d'un projet social, d'une tendance lourde en termes partisans? Est-ce des clans qui défendaient une sorte d'intérêt, ou est-ce la continuation des luttes intestines depuis le mouvement national, la guerre de libération nationale, et ce qui a... Non, c'est pas la guerre. Ça n'a plus rien à voir avec la guerre de libération nationale. Je crois que nous sommes dans la période de construction d'un modèle économique. Modèle sur lequel on a beaucoup glosé à l'époque. On parlait du modèle espagnol, le modèle coréen, le modèle japonais, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 69, les années 67, 68, 69, 70, y compris 61, jusqu'à la nationalisation du pétrole. On a constitué un secteur industriel qui a commencé à devenir important. Et ce secteur industriel, il y avait les grosses entreprises qui
qui se mettaient en place et qui étaient du domaine de l'État, mais il y a ce qu'on appelle les industries d'accompagnement, ou les manufactures d'accompagnement. Et c'est dans les manufactures d'accompagnement que vont se constituer les premiers investissements de ceux qui prétendaient, à tort ou à raison, au titre de capitaine d'industrie. C'est-à-dire c'est là où on a donné la possibilité, on a fait miroiter, ou le régime a fait miroiter à un certain nombre de gens, la possibilité d'investir dans les accompagnements industriels lourds. Par exemple, vous construisez une sidérurgie, vous avez une mission essentielle à l'époque, c'était de fabriquer des pipelines pour le pétrole, mais il y a des secteurs annexes. Les secteurs annexes, ce sont les secteurs qui peuvent fournir de l'acier, qui peuvent fournir de la fonte, qui peuvent fournir du bois, etc., à des petites manufactures ou des petites industries. C'est à ce moment-là que les appétits se sont aiguisés, parce que non seulement ils récupéraient du patrimoine foncier dont nous avons parlé avant, ils récupéraient du capital que l'État donnait, et il fallait simplement trouver un moyen de capter cette aubaine qui se présentait. Et comment pouvait-on la capter? On pouvait la capter par ce que le système a créé de toutes pièces, c'est-à-dire les avantages qui sont donnés, entre guillemets, prétendument aux anciens moudjahidines. Effectivement. Si tu as une attestation communale, si tu as une attestation d'ancien moudjahid, tu deviens quelqu'un qui est sollicité par des gens qui te demandent de demander une parcelle de terre et des capitaux à la banque qui ne peut pas te refuser. Toi, tu restes à la maison et tu deviens un rentier. Et la personne en question, à ce moment-là, entre dans le circuit de production. Ce sont des petits capitalistes qui naissent. Et ces capitalistes sont dérangés par une idéologie qui était à un moment donné un peu trop populiste, et de populisme elle est devenue ouvriériste, et de ouvriériste elle se prétend maintenant socialisante. Donc, il y a sur ça un problème économique réel de reconversion qui est en train de se faire, et un problème idéologique de reconversion. Et ce problème idéologique de reconversion, par contre, nous en avons eu écho dans l'immigration. J'ai dit la dernière fois que j'avais parcouru beaucoup de cafés dans les migrations. Dans les premières années de 70, quand j'ai commencé à intervenir dans les cafés, 70-71, les gens écoutaient. Ils écoutaient. Je me souviens très bien que les seules résistances qu'on trouvait à l'époque dans les cafés, c'était de dire, dans certains cafés en particulier, où la population kabyle était très compacte, oui, c'est un discours qu'on trouve aujourd'hui encore. C'est un discours qui se tenait, mais ce n'était pas un discours qui prêtait à conséquence, c'était des humeurs. Ou bien Ta'rib Trib, l'arabisation, la narbinisation. C'était ce qu'on trouvait comme réaction. C'était plutôt des slogans que... C'était des slogans creux, parce que c'était dans un milieu qui n'était pas du tout préoccupé de ça. Il ramassait quelques slogans à l'occasion de débats ou de discussions, où il les répétait. Et peut-être... Par contre, à partir de 73, il y a un phénomène assez curieux que j'ai noté, que j'ai relevé. Malheureusement, j'ai perdu mes cahiers dans mes pérégrinations, parce que je notais quelquefois. J'ai noté qu'après la guerre de 73, octobre 73, il s'est passé quelque chose de curieux. On a vu apparaître dans un certain nombre de cafés, particulièrement des cafés autour des usines Renault à Billancourt. Et on n'a pas été attentif à ça. On avait de nouvelles réactions. C'était plus les Kabyles l'ont amené, l'ont apporté, l'ont conquise et les Arabes l'ont mangé. C'était etc. C'est une nouvelle culture. C'est une nouvelle culture dans la bouche de gens qui n'ont plus rien à gagner ni à perdre selon les chaînes qui les prennent. Un travailleur qui te fait l'apologie, un travailleur dans des conditions atroces, horribles, qui te fait l'apologie du libéralisme, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Un Kabyle qui réagit
à l'oppression culturelle, ça peut être normal. Mais quelqu'un qui réagit en défendant l'idéologie capitaliste, en disant il faut laisser la circulation des biens. Non, mais peut-être tu donnes une dimension intellectualiste à la chose plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire que c'est pas une sorte d'apologie du libéralisme ou du capitalisme. Peut-être que c'est l'Algérien de l'époque, peut-être qu'il était juste à la recherche d'un certain sens de la propriété individuelle. Attends, oui. Patience. C'est plus fort que ça, c'est plus important. Il y avait un phénomène souterrain. Comme on avait parlé la première fois de la constitution de la migration, c'est quoi la migration? C'était l'organisation de la captation par le village. Le même phénomène va ressortir, refaire surface. Ce n'est plus l'organisation de la captation de la migration à partir du village d'origine. C'est le village d'origine qui va capter l'argent des immigrés par l'échange indirect qui ne passe pas par le circuit bancaire. C'est-à-dire le marché noir. La captation, c'est l'échange de shedmet. Et ça devient plus important qu'on le croit. C'est-à-dire que ça a permis la constitution de fortune, puisque les gens n'envoyaient plus par la poste, ils déposaient l'argent chez quelqu'un, sur place, lequel quelqu'un, petit à petit, les petits ruisseaux font des rivières, les rivières font des fleuves, et les fleuves alimentent les mers, et les mers alimentent les océans. C'était connu parce que jusqu'à une date très récente, et ça a pris des proportions où, précisément, dans les cafés, c'était ça qui était l'objet de débat, l'objet de discussion. Ce n'est pas un café, ce n'est pas deux cafés, ce n'est pas trois cafés. C'est systématique. Ça a pris de l'ampleur. Ça veut dire que nous avons affaire à une sorte de phénomène d'accumulation de capital qui capte l'argent des immigrés, qui reste en France. Et ça intéresse les Français. Et les Français vont encourager. Plutôt que de faire payer le prix du mandat et transférer un argent, les Français étaient intéressés à ce moment-là. Ils ont encouragé les gens à ouvrir des comptes dans les banques. Ce que faisaient les Marocains déjà. Les Marocains l'ont fait. Mais ils étaient plus organisés. Plus organisés, plus souples et moins bureaucratiques que nous. Ce qui fait que l'argent continue à circuler entre la France et le Maroc. Il ne circule plus entre là. Et la part des revenus de l'immigration à l'époque était en train de chuter. Elle chutait considérablement et les deux États, aussi bien l'État algérien que l'État français, se rendaient bien compte sur les flux monétaires qu'il y avait un problème qui était en train de se poser. Et les Français se sont tus. Ils n'ont rien dit. Très bien. Bon, c'est leur argent qui reste chez eux, et bien, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, les choses ont commencé à se dessiner dans la configuration d'une nouvelle culture qui n'est plus la culture populiste, la culture soi-disant socialiste entre guillemets, etc. Mais c'est une culture de laisser faire, laisser aller. Une nouvelle culture. Sur ce, j'avais dit tout à l'heure, la segmentarité islamiste commence à se manifester. Il y a un ouvrage qui est publié par, je crois, comment s'appelle, celui qui a écrit l'Ishtiraki à Slohan Mizdaki. Cheikh Sahnoun, non, c'est pas ça. Sultan. Ouais. Sultan, Cheikh Sultan. Donc, effectivement, les idéologies de ce type commencent à naître et à se former, à expliquer que ce que fait Boumediene n'est pas conforme à une éthique musulmane et à une philosophie musulmane, et que ce que fait Boumediene, c'est véritablement quelque chose qui est absolument inacceptable du point de vue de la logique musulmane stricte. Et les gens ne cherchent plus à ce moment-là à comprendre, à chercher. Ils se contentent de cette argumentation. Sur ce, la déclaration de Abbas, des quatre qui font une déclaration, au moment où ces quatre font une déclaration, il se passe un même phénomène en France.
Là aussi, j'ai un doute sur des dates. Alors, je ne sais pas si c'est en 74 ou en 76. La déclaration d'Abbas, c'était en 76. Ça, je sais. Mais le phénomène qui va se passer en France, je ne sais pas à quelle date exactement. Je ne sais pas si c'est antérieur au voyage du Giscard ou après le voyage du Giscard. Si c'est 74 ou si c'est 76. Il y a un phénomène, c'est l'Académie berbère qui prend une initiative, et elle prend l'initiative de diffuser très largement dans les milieux des cafés algériens une déclaration de ce qui a été appelé les SOA, c'est un anagramme de l'OAS, les soldats de l'opposition algérienne. Les soldats de l'opposition algérienne. SOA, soldats de l'opposition algérienne. Et ces soldats de l'opposition algérienne dénoncent le régime de Boumediene. Et c'était qui ces gens-là? Alors, les soldats de l'opposition algérienne, c'était qui à l'époque? C'était quelle tendance? C'était quelle couleur? C'était signé par un certain nombre de grandes figures apparentes de l'Académie berbère. Par exemple? Allah yarhamou Mohamed Arab, qui s'est rétracté après, qui a compris qu'il a été manipulé. Manipulé par qui? Servier. Par Servier, membre de l'Académie qui était signataire du texte. Signataire du texte. Il y avait Servier, il n'y avait pas Léger, parce que Léger c'est trop gros. Tout le monde sait que Léger c'est la blite. Servier c'est un académicien, effectivement il travaille sur le berbère, c'est presque logique qu'il soit dans l'Académie berbère. Parce que c'est une association loi 1901 française. Comme toutes les associations créées, enfin, comme les douanes nord-africaines autrefois. Il y avait un certain Hanouz. Hanouz. Je ne connais pas, je ne l'affiche.